Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 50e numéro d'Entre nous soit dit qui se trouve être le 100e, la 100e plus exactement, émission de Reichmann TV. Donc c'est pour nous évidemment une grande date. Quand on commence une télévision, on ne sait jamais si on ira jusqu'à la 10e. Alors, quand on va jusqu'à la 100e, c'est déjà pas mal. Et pour fêter cette 100e, un invité de marque, Laurent Cabrol. Bonjour Laurent Cabrol. Eh bien, bon anniversaire surtout. Merci. Bonjour à vous, mon cher Claude, et bon anniversaire à tous ceux qui vous regardent régulièrement et qui vous font l'amitié d'être là avec vous. Voilà. C'est un rendez-vous qui est apparemment très suivi, hein, d'après ce que vous dites, et qui me ravit. Je suis ravi d'être là pour la 100e. Donc, nous sommes, nous aussi, très heureux de faire cette émission avec vous, pour une double raison. La première, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'est pas un adepte de la pensée unique. Certains seront peut-être surpris de m'entendre formuler ce jugement, mais en réalité, bon, la météo est très consensuelle, même s'il y a des gens qui se mettent en colère, mais en réalité, quand on vous entend, et vous avez l'occasion de vous exprimer souvent, on sait que vous avez une pensée qui est personnelle et forte, et on en a une confirmation tout à fait évidente en regardant et en lisant votre livre, Laurent Cabrol, et si la Terre s'en sortait toute seule. Ah. Voilà, aux éditions Le Cherche-Midi, qui vient tout juste de paraître, et qui est déjà un succès de librairie, fort mérité, et je dirais même d'autant plus mérité qu'au fond, vous prenez pas mal de gens à rebrousse-poil, mais au fond, pas la population. Ah. Ceux que vous prenez à rebrousse-poil... Je ne me fais pas des copains, non, c'est sûr. Je ne me fais pas des copains parmi ceux que je dénonce, c'est-à-dire les écologistes. Non pas que j'en veuille aux écologistes, c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que j'en veux à une certaine catégorie de gens qui font passer leurs idées au travers de leurs recherches et qui veulent que leurs recherches traduisent une manière de vivre et qui veulent nous imposer cette manière de vivre. Moi, ce que je veux, c'est qu'un débat s'ouvre, un débat s'instaure en France sur le réchauffement climatique parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et j'avais envie de faire savoir tout ceci. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand on a parlé de réchauffement climatique, on a dit voilà, la Terre se réchauffe, ça va se traduire par des événements extrêmes, c'est-à-dire par plus de tempêtes, plus de canicules, plus de pluie, etc. Bon, ce qu'on appelle l'accentuation des événements extrêmes. Je me suis dit, bon, d'accord. J'étais le premier à adhérer, j'en parle dans le livre, je dis moi, en tant que journaliste à Europe 1, à la télévision, j'en ai parlé, j'étais l'un des premiers, notamment, à l'époque ça s'appelait Antenne 2, à parler de ce réchauffement climatique. J'ai parlé de ces phénomènes, disons, d'extrêmes en matière de climatologie. J'en ai parlé. Et puis, j'ai emboîté le pas de ce que l'on appelle la pensée unique aujourd'hui, qui à l'époque, c'était le GIEC. Groupement intergouvernemental des études climatiques. Enfin, je traduis un peu librement. Mais ça veut dire que j'ai vraiment œuvré avec tout le monde dans cet état d'esprit, en disant... Le gaz carbonique, mon Dieu, il faut faire attention, on émet du gaz carbonique, ça accentue l'effet de serre, tout le monde comprend que nous avons une enveloppe au-dessus du globe, que cette enveloppe elle est constituée d'un certain nombre de gaz, que notamment le CO2, si on émet du CO2, on renforce cette enveloppe, comme cette enveloppe maintient sur la Terre une certaine chaleur, eh bien, on accentue la chaleur sur la Terre puisque l'enveloppe devient de plus en plus épaisse. Je traduis l'effet de serre. Bon, j'explique l'effet de serre en quelques mots. J'ai été le premier à dire l'homme émet du CO2, l'homme accentue ou augmente l'effet de serre et donc l'homme réchauffe la planète. Et puis je me suis dit quand même, au bout de quelques années, après avoir hurlé avec les loups, je me suis dit, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans le réchauffement climatique. Il n'y a pas que l'effet de serre dans le réchauffement climatique. Il y a aussi le soleil, les nuages, les aérosols, les océans. Il y a des rôles totalement différents selon ces différents acteurs. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi n'en parle-t-on jamais? Pourquoi dit-on, le réchauffement climatique, c'est l'homme et l'effet de serre? Oui, c'est l'homme et l'effet de serre, mais pour un des facteurs, un des acteurs. Après, il y en a d'autres que l'on passe sous silence et qui ont leur rôle à jouer. Pourquoi on n'en parle pas? Et c'est précisément ce que vous démontrez dans ce livre, vous énoncez toutes les raisons qui font qu'on a, après tout, des suspicions à formuler à l'égard d'autres facteurs. Et sans me vouloir plus savant que je ne suis, moi ça fait des années que je répète à qui veut l'entendre, notamment dans les nombreuses émissions de radio que j'ai pu faire, que quand on a fait la découverte, il y a fort longtemps, qu'il y a eu des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement dans l'histoire de la Terre,
la seule surprise que j'ai eue, c'est qu'on n'ait jamais découvert des carcasses d'automobiles. Parce que si vraiment c'est l'automobile qui est responsable de tout ça, bref, enfin tout ça est un peu stupide. Mais alors il y a un de vos très nombreux correspondants, ça termine le livre d'ailleurs, qui vous envoie un mail et dans lequel il vous explique ceci. C'est un chercheur au CNRS et il dit « Je suis fatigué de cette situation où on nous raconte... on nous rend responsables de tout. L'écologie a remplacé la religion qui nous avait culpabilisés avec le péché originel. » Et c'est extrêmement juste, car le comportement des écologistes est souvent le comportement de gens qui prêchent en chair la catastrophe finale. « Mes frères, repentez-vous, car vous avez péché. » Or, il y a, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a dans les populations humaines sans doute, en tout cas dans les populations de souris, une constante, c'est qu'on a toujours le même pourcentage de souris qui font les mêmes choses. Si vous avez par exemple un certain pourcentage de souris actives et que vous bouleversez les conditions, vous retrouverez probablement des souris inactives parmi celles qui étaient actives avant. Donc si vous changez les conditions, vous retrouvez toujours les mêmes pourcentages. Donc là, nous avons effectivement la religion reculant, de nouveaux prophètes. Alors, dans ce livre... Non, mais je ne connaissais pas cette analogie avec les souris. Ah oui, je ne vais pas dire que ça me laisse rongeur, parce que ça mais enfin, c'est vraiment une très belle comparaison, parce qu'effectivement... Ce sont des scientifiques américains qui ont fait c'est effectivement un peu cela. Et moi je dis le XXIe siècle sera, Malraux disait ce sera le siècle de la religion, où il ne sera pas. Moi je pense que ce sera aussi celui de l'écologie, ce sera celui de la religion, n'en pas douter, ce sera celui de l'écologie, puisque l'écologie est entrée dans notre vie. Elle est entrée dans notre vie d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire que les écologistes ont réussi un coup fabuleux, ils ont réussi à prendre le pouvoir, moi j'appelle ça dans mon livre le pouvoir masqué, ils ont pris le pouvoir sur nos consciences en disant vous êtes responsable de l'état de la Terre, si la Terre va mal, s'il y a des tempêtes, s'il y a des canicules, c'est de votre faute, alors qu'elles ont existé depuis des années, bon, on y reviendra, et donc on nous a culpabilisés, qui plus est, on culpabilise notre famille en disant, regardez la Terre que vous avez laissée à vos enfants, quelle est la catastrophe, quelle catastrophe êtes-vous? Et ça, c'est fabuleux parce que ça permet aux écologistes, à ceux qui font passer leur passion dans leurs convictions et qui veulent changer la vie au nom de leurs convictions. C'est ça que je ne supporte pas. Ces gens-là ont réussi à nous culpabiliser de sorte que quand on prend notre voiture le matin pour accompagner les enfants à l'école, on se dit bon sang de bonsoir, je réchauffe la planète, je détruis la planète et je détruis la planète de mon enfant que j'amène à l'école. Et c'est cela que je dénonce. C'est inadmissible, c'est un scandale. On n'a pas à nous culpabiliser de la sorte. D'autant que quand on regarde ce qui se passe en matière de réchauffement climatique, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la science météorologique est la plus jeune des sciences, c'est qu'on ne sait rien. On a beau, les chercheurs sont des gens admirables, et moi, mon livre, c'est pas un livre de conviction, c'est un livre de journaliste, un livre d'enquête, un livre d'études. J'ai lu tout ce qui peut à peu près se dire sur le sujet. Mais les chercheurs sont des gens qui sont fabuleux, sauf que on les presse de conclure sur des sujets qui sont tellement compliqués, la météorologie et la climatologie, c'est tellement compliqué, on les presse de conclure, alors qu'il leur faudra peut-être 30, 40, 50, 100 ans pour conclure. Et donc aujourd'hui, on tire des conclusions à partir de phénomènes qui sont totalement invérifiables. On ne sait rien. On ne sait rien, je le répète. Les chercheurs vous le disent en aparté, comme on pourrait le faire aujourd'hui si vous étiez chercheur et s'il n'y avait pas une caméra. Ils me le disent en aparté, ils me disent, c'est vrai, on ne sait pas. On n'a aucune certitude. Donc pourquoi nous culpabiliser? Pourquoi nous faire tomber le ciel sur la tête alors qu'il n'y a aucune certitude dans la matière? Sauf pour la raison que nous avons indiquée tout à l'heure, à savoir qu'il y a une volonté de culpabilisation qui va bien au-delà de l'écologie. Alors à propos d'écologie, vous êtes un véritable écologiste, si je puis dire, puisque vous êtes un homme de la campagne, vous êtes né dans le Tarn, si je me souviens bien, vous avez grandi dans le Tarn, et je crois que vous y demeurez quand même une partie de l'année. J'ai une exploitation agricole, voilà. Je suis, on peut le dire, un paysan au sens propre du terme, c'est-à-dire un homme d'un pays, attaché à son pays. Ma résidence principale est sur l'exploitation agricole de mes parents. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Je suis sur la terre, je suis moi avec mon tracteur le samedi, le dimanche. Je sais ce que c'est que faire les foins, je sais ce que c'est que passer ce qui n'est pas le cas de la plupart des écologistes. Peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas le leçon à recevoir de ceux qui s'imaginent aimer la terre et nous imposer leur mode de vie au nom de j'aime la terre et je sais ce que c'est que la nature. La nature, je la connais aussi bien que les autres. C'est pas ça.
Moi, ce que je veux, c'est que l'on ait un peu de discernement et un peu de tolérance. Et si je commence, moi, maintenant, par l'intermédiaire de ce livre, à bousculer les idées reçues, c'est parce qu'on est allé trop loin. Je dis aux gens, stop, halte. Je dis à tous ceux qui nous culpabilisent, halte, arrêtez, cessez d'aller aussi loin dans la culpabilité. Oui, il faut sauver la planète. Oui, on sera 9 milliards dans une cinquantaine ou centaine d'années. Oui, on va être à l'étroit. Oui, il faut gérer notre planète parce qu'on ne pourra pas tous bien être nourris par elle. Oui, il faut sauver les abeilles. Oui, il faut sauver la forêt. Tout ça, je suis d'accord. Au contraire, je suis même en pointe, je suis même devant, je suis même là pour me battre. Mais non, ne me dites pas, je roule à 90, donc je sauve la planète. C'est ridicule. Alors, précisément, parmi les autres raisons qui font qu'il y a des campagnes écologiques, ou écologistes, comme on voudra, il y en a une qui est tout à fait frappante, et qui est la volonté d'oubli de l'histoire. Dans votre livre, vous citez à juste titre, vous argumentez à juste titre sur le fait que l'histoire est très instructive, elle est absolument indispensable. C'est aussi vrai en politique que c'est vrai dans l'écologie. Or, ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est de se dire que pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi Laurent Cabrol est-il aujourd'hui à Reichmann TV? Tout simplement parce qu'il y a eu l'explosion, le choc néolithique. S'il n'y avait pas eu, il y a une dizaine de milliers d'années, un réchauffement de la planète qui succédait à une période glaciaire ou interglaciaire, eh bien, il n'y aurait pas eu de civilisation ni d'histoire. Et donc, finalement, on retrouve les mêmes motivations qui sont celles des gens qui sont hostiles à l'industrie, hostiles au progrès, hostiles à la civilisation, etc. Et on les retrouve sous-jacentes à cette situation. Alors, précisément, votre grand mérite dans le livre, autre mérite, c'est un livre qui n'est pas trop long. Donc, il est très sérieux, il est bourré de faits et de précisions, mais c'est vraiment la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Et donc, cette substantifique moelle permet d'y voir clair, permet de comprendre réellement quels sont les enjeux. Alors, précisément, éclairez-nous sur ce qui s'est passé sur le globe, peut-être pas depuis 4 milliards et demi d'années, mais depuis quelques centaines de millions d'années. Mais justement, moi, ce qui est intéressant, enfin, à mon sens, je ne remonte pas au paléolithique, je ne remonte pas aux dinosaures, je ne vais que dans cette période que nous pouvons tous toucher du doigt. Nos cathédrales, tenez, nos cathédrales, Reims, Notre-Dame, datent de 1000 à 1200. Bon, bien à cette époque, en l'an 1000, en l'an 1200, et c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Leroy-Ladurie, qui est un homme exceptionnel en la matière, qui a réalisé des travaux fabuleux en matière d'histoire du climat. Et ce monsieur, eh bien, il nous raconte ce qui s'est passé entre l'an 1000 et l'an 1300, ou entre l'an 900 et l'an 1300, ce que l'on appelle l'optimum médiéval. Une période durant laquelle, ça durait 4 siècles, durant laquelle la chaleur sur le globe était bien plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Bon sang de bonsoir, on ramassait des fraises, je le rappelle dans mon livre, et je le répète, on ramassait des fraises à Noël en Alsace, il y avait encore des feuilles aux arbres, les cigognes nichées, le Groenland qui tire son nom de Greenland, la terre verte, le Groenland était habité, il y avait Éric le Rouge qui est allé sur là, qui a amené des agriculteurs, je crois qu'il y avait, j'en suis même certain, il y avait 260 fermes, 3000 nomades qui vivaient sur la frange littorale du Groenland qui était verte, donc il y avait un réchauffement, ce réchauffement a existé, que l'on sache à l'époque il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'usine, bon. Alors, comment la Terre a retrouvé son équilibre? Comment la Terre, après cette période chaude, autrement plus chaude que celle que nous connaissons jusqu'à présent, comment la Terre a-t-elle retrouvé son équilibre? Il y a eu certainement autre chose que les hommes qui ont arrêté de circuler avec leur voiture, puisqu'il n'y en avait pas. Donc il s'est passé quelque chose. Et c'est là, ce que j'analyse dans mon livre, et là où je prends les autres acteurs climatiques. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le rôle des nuages, il y a aussi le rôle de l'océan. Vous savez que les nuages, on les passe totalement sous silence. Ils ont un rôle considérable. Tout le monde comprend que quand un nuage vient sur notre tête, c'est un parasol. Hop, il fait moins chaud. Bon, tout le monde comprend aussi que le matin, quand on se lève, s'il y a une couverture nuageuse sur la planète, enfin sur notre ville, couverture bien nommée, il fait plus chaud, puisqu'il y a eu cette couverture nuageuse qui a maintenu la chaleur pendant la nuit. Donc le nuage, il est à la fois un parasol et une couverture. On comprend. Mais certains types de nuages sont plus parasol que couverture, et d'autres sont plus couverture que parasol. Autrement dit, il y a des nuages qui refroidissent et des nuages qui réchauffent. Alors on sait aujourd'hui que les nuages bas sont des nuages qui refroidissent.
On sait aujourd'hui que les nuages hauts sont des nuages qui réchauffent. On imagine très bien que plus il fera chaud sur la Terre, plus il y aura évaporation, plus il y aura de nuages. Ça, n'importe qui le comprend. Oui. Bon. Mais maintenant, ce que l'on ne sait pas, c'est quel type de nuage sera majoritairement présent. On ne sait pas si ce sont les nuages bas ou les nuages hauts. Si ce sont les nuages bas qui sont majoritairement présents, le réchauffement climatique se traduira par une compensation refroidissante, puisque les nuages bas refroidissent. Et si ce sont les nuages hauts, il fera encore plus chaud que prévu. Or, quand on voit ce qui s'est passé entre l'an 900 et l'an 1300, je reviens à votre question, on s'aperçoit d'une chose, c'est que si la Terre a retrouvé son équilibre, c'est que probablement les nuages bas qui refroidissent ont été plus nombreux que les nuages hauts. Et la raison pour laquelle la Terre a retrouvé son équilibre tant bien que mal. Voilà. Donc elle s'est refroidie. Donc ce réchauffement s'est atténué. Et ensuite, le petit âge glaciaire. Alors après, il y a eu, là on arrive à 1300, entre 1300 et 1550, c'est comme ça, oui, parce que hésitant, faut voir l'histoire du climat, c'est exceptionnellement flagrant. On peut passer d'une année extrêmement chaude à une année extrêmement froide. On va d'une extrême à l'autre ou d'un extrême à l'autre sans arrêt. Et à partir de 1550, hop, la Terre se refroidit. Alors là, on pense que le Soleil, et hop, a encore un acteur du réchauffement climatique. On pense que le Soleil a son rôle. Parce que comme par hasard, en 1550, le Soleil qui a des taches, en 1550, il n'a plus de taches. Tiens. Et on s'aperçoit que la Terre se refroidit. 1 300 000 morts en 1709 en France pendant l'hiver, de froid et de faim. 1 300 000 morts. Le froid était colossal. Il faut savoir que la Tamise, la Seine sont des fleuves où on passait, on en vivait dessus. On savait même pas. La Bretagne était même, je crois, bordée par une mer glacée aussi. Voilà, ça a été quelque chose d'incroyable. Bon, et bien ça, nous l'avons vécu entre 1550 et 1850. Pas constamment, parce que ça a été comme ça. Mais grosso modo, donc on est passé d'un moment chaud à un moment froid, ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, et ensuite on est revenu, tant bien que mal, à la normale, à partir de 1850, jusqu'à 1970, où là, maintenant, hop, on repart avec des températures chaudes. Mais attendez, là on a l'œil sur les 30 dernières années, moi ce dont je vous parle là, c'est 3 siècles. Et même davantage. Et même davantage. 3 siècles, c'est l'optimum médiéval, il a duré de 1900 à 400 ans. Oui. Il a duré 400 ans. Et alors vous pensez bien que les 30 années que l'on vient de vivre, oui, c'est peanuts. Oui. Il faut bien se dire que en matière de climatologie, il faut quand même avoir un regard un peu plus vaste. Et alors autre effet de ces variations climatiques, et notamment de ce petit âge glaciaire, les révolutions. Vous avez fort opportunément rappelé dans votre livre que 3 révolutions assez proches l'une de l'autre, la révolution, bien sûr, la grande révolution française, 1789, et puis 1848, 1830, 1848, et le petit âge glaciaire se termine, et en même temps, les grandes révolutions se terminent au moins en France. C'est-à-dire que chaque fois... Il y a mai 68 après. Oui, il y a mai 68. Il a fait chaud, mais pas la même chose. Très chaud, très chaud. Mais enfin, c'est vrai que là, je passe très rapidement, mais c'est vrai que les révolutions ont toutes pour origine, probablement, en grande partie, pas essentiellement, en grande partie, l'effet climatique. Parce que, soit parce qu'il a fait froid, soit parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des chaudages, c'est-à-dire que les blés ont brûlé sur place parce qu'il faisait trop chaud, etc. Mais chaque fois, il y a eu des famines, donc qui sont venues accentuer le mécontentement et qui ont conduit à des révolutions. Avant chaque révolution, il y a eu des périodes climatiques extrêmement difficiles. Voilà. Ça, je vais en parler. Mais, si vous voulez, dans le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui, nous avons une vision de 30 ans. On est vraiment le nez dans le guidon. On ne peut conclure rien du tout. Rien ne peut nous dire que les 30 années qui viennent seront peut-être des années très froides. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Parce qu'il y a encore un autre rôle. Là, j'ai parlé du soleil, j'ai parlé des nuages. Il y a encore un autre rôle ô combien important. Les océans. Les océans, c'est 2/3 de la planète. Or, qu'est-ce que c'est qu'un océan? C'est le carburant de l'atmosphère. C'est lui qui envoie dans l'atmosphère tout ce qui va permettre d'alimenter les pluies, les cyclones, etc. Parce que tout vient de l'océan, 2/3 de la planète. C'est-à-dire que c'est quasiment la planète, elle est faite d'eau. Et donc ces océans, on ne sait rien sur leur rôle. On sait qu'ils absorbent la chaleur, on sait qu'ils la stockent, on sait qu'ils l'enfouissent, on sait qu'ils la transportent. Et ça dure très longtemps.
Et ça dure très longtemps. Alors quand on dit dites-vous, vous prenez l'exemple d'une goutte d'eau, voilà, qui part de l'équateur, voilà, et qui va vers le pôle Nord, qui passe ensuite, qui plonge, parce que bon, il y a un phénomène de salinité. Hop, elle plonge, elle repart en profondeur, elle fait le tour de la planète, elle se réchauffe, elle remonte, etc. Si on suit cette goutte d'eau, elle a fait 1000 ans. Mais ce qui est très intéressant dans les recherches que nous avons jusqu'à présent, c'est que la planète, l'océan, quand il a stocké sa chaleur, la chaleur du soleil, quand il l'a enfouie, on sait qu'il la restitue. Mais il la restitue plusieurs siècles plus tard. Qui nous dit que la chaleur que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une chaleur qui a été emmagasinée par les océans il y a 3, 4, 5 siècles, et qui aujourd'hui est restituée? Qui nous le dit? Personne. On n'en sait rien. Il y a un autre aspect qui est tout à fait frappant, et j'avoue que je l'ai découvert en lisant votre livre. J'étais persuadé, comme sans doute beaucoup de gens, et notamment pas mal de gens qui écoutent la météo, qu'il y a des stations de mesure dans le monde entier. Or, je m'aperçois, je découvre en vous lisant qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Et on est exactement dans la situation vis-à-vis de ce phénomène du malade, du médecin plutôt, qui prendrait la température d'un autre malade. C'est un peu ça. C'est monsieur ou madame, voilà, votre voisin fait 39,5, c'est un petit peu inquiétant, donc vous devriez prendre des remèdes. Oui. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est surprenant. Il y a si peu de stations. Alors, il y a deux choses. Les stations qui enregistrent les émanations de carbone sont très peu nombreuses. Si, pardonnez-moi l'expression, au cul des voitures, ça on peut en trouver. Mais des stations qui enregistrent le carbone dans l'atmosphère, il y en a très très peu. Il y en a 100 dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des continents entiers qui ne sont pas, dont on ne prélève pas le taux de carbone. Donc, déjà, on nous dit qu'on émet beaucoup de carbone, que les gaz à effet de serre, nanana, mais déjà on mesure presque rien. On le saura en 2009, 1 an, peut-être 2 ans, parce qu'on va lancer un satellite qui, enfin, ce satellite, va mesurer les émanations de gaz carbonique pratiquement mètre par mètre, colonne par colonne. Alors là, oui, on sera informé. Oui. Pour l'instant, on ne sait rien. Hein, on ne sait rien pour l'instant. Alors, autre phénomène, maintenant je passe aux températures, températures ambiantes, températures que nous avons tous les matins dans nos villes. Alors là, il y a beaucoup de stations, puisque chaque ville a une station, mais ce qui est très important aussi, c'est que ces stations ont changé d'endroit. Quand vous imaginez, là, je prends l'exemple de la station de Paris-Montsouris, elles n'ont pas changé d'endroit, en fait, elles ont changé d'environnement. Vous prenez Paris-Montsouris, qui est la plus vieille station de France, la station météo, où on enregistre la température depuis 140 ans. Il y a 140 ans, Montsouris s'était battu par les vents, il y avait des rangées de poireaux, bon, c'était la campagne. Bon, aujourd'hui, vous avez le métro qui passe dessous, vous avez des immeubles à côté. Déjà, avant même que l'on parle de réchauffement climatique, la station de Paris-Montsouris aujourd'hui enregistre une augmentation de température de 3, 4, peut-être 5 degrés de plus, sans même que l'on parle de réchauffement climatique, uniquement parce qu'on est passé d'un endroit battu aux 80 par un endroit entouré par les agglomérations. La preuve, c'est que si le matin je donne la température à Orly, elle est plus chaude qu'à Roissy, qui est en pleine de France. Si je la donne à Lyon-Bron, qui est dans la banlieue de Lyon, c'est plus chaud que si je la donne à Lyon-Saint-Exupéry. Si j'étais de mauvaise foi, je vous dirais que quand je vous écoute le matin, la température que je peux constater sur ma fenêtre est en général très supérieure à celle que vous avez. Ah, voyons. Mais je ne dis pas que M. Carole se moque de moi. Non mais, vous voyez bien qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, quand on dit les températures ont augmenté dans les villes, bon, certainement qu'elles ont augmenté. Et je vais vous dire pour 2 raisons. D'abord parce que les stations météo, bon, elles sont dans des endroits où on construit de plus en plus autour d'elles, donc ça se réchauffe. Les Américains ont fait une étude. 1 million d'habitants supplémentaires dans une ville égale 1 degré de plus dans la ville. Ça, c'est une étude qui a été réalisée, scientifique. Hein. Maintenant, l'autre raison, elle est quand même assez exceptionnelle. Et c'est encore un des facteurs du réchauffement climatique. Je parle des aérosols. Les aérosols, c'est pas pupchit, hein, c'est pas ça. Les aérosols, ce sont ces petites poussières qui sont dans l'atmosphère, alors que l'on ne voit pas. Ils peuvent être également volcaniques, enfin issus de... Voilà, ça peut être issus volcaniques, ça peut être les déserts qui émettent ces petites poussières. Ou une brave dame qui, comme dans le temps, battait ses tapis. Voilà, alors à ce moment-là, c'est un peu ça, tiens, à propos de cette comparaison est très juste. C'est-à-dire que lorsque vous balayez dans votre chambre, par exemple, vous avez un rayon de soleil, vous voyez vous voyez à ce moment-là la poussière, c'est ce moment où on la voit. Madame Chirac, par exemple, on a vu ça ce matin, sur son balcon, elle est en train de balayer, c'est gentil, c'est sympathique. Bon, ben, c'est très bien. Elle fait des aérosols, donc. Comme toute ménagère, elle fait ses aérosols. En fait, les aérosols essentiels viennent de la pollution. Alors, pourquoi j'en viens aux aérosols? Parce que les aérosols
refroidissent l'atmosphère. On va agrandir l'aérosol. L'aérosol, c'est une poussière microscopique. Quand on l'agrandit, on imagine que c'est une assiette. Eh bien, le rayon de soleil vient frapper l'assiette, hein, et hop, il est renvoyé. Et en même temps, l'assiette absorbe un petit peu de soleil. Résultat, l'aérosol absorbe ou réfléchit la chaleur, et donc l'aérosol refroidit. Bon, ça on le sait. La preuve, c'est quand il y a eu des éruptions volcaniques, vous en parliez tout à l'heure, le Pinatubo par exemple, la température sur le globe, ou même sur l'hémisphère nord, n'exagérons rien, a baissé de 1,5 à 2 degrés. Parce que justement, tout ce qu'avait envoyé le volcan est parti dans l'atmosphère et s'est promené dans... Bon, et ça a fait baisser la température. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Fort heureusement, on dépollue les villes. C'est-à-dire qu'on enlève un maximum de pollution. On met les pots catalytiques, on demande aux voitures de marche. Bref, les villes sont de moins en moins polluées dans certains pays dits développés. Plus on dépollue, plus on réchauffe. Pourquoi? Parce que plus on dépollue, plus on enlève les aérosols. Comme les aérosols refroidissent l'atmosphère, eh bien, si vous enlevez les aérosols, vous réchauffez l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, plus on pratique la dépollution, et plus on réchauffe les villes. Donc encore voilà une raison pour laquelle on va nous dire « Oh, le réchauffement climatique, c'est à cause de votre voiture », alors que c'est justement parce que notre voiture pollue moins qu'on réchauffe plus. Vous voyez tout ce paradoxe. Moi, ce que je veux vous dire à travers tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'est d'un compliqué, et c'est tellement complexe que comment peut-on en conclure aujourd'hui que quand je prends ma voiture, je détruis la planète et je provoque le réchauffement climatique. Je dis c'est une idiotie, parce qu'il y a tellement de facteurs qui s'imbriquent les uns les autres qu'on est loin de pouvoir conclure. Alors, comme nous ne sommes pas encore au temps de conclure, puisqu'il nous reste encore la deuxième partie de cette émission, nous allons quand même conclure la première, en vous remerciant d'abord d'être aussi précis et convaincant, et vous allez, madame et monsieur, prendre l'air pendant quelques secondes, et puis vous retournez sur la télévision, sur Eichmann TV, pour suivre la 100e de notre télévision. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Laurent Cabrol. Laurent Cabrol qui est journaliste et écrivain et qui, bien entendu, est le plus célèbre météorologue de France et qui vient de publier un ouvrage intitulé Climat et si la Terre s'en sortait toute seule aux éditions Le Cherche-Midi. Alors c'est un ouvrage vraiment passionnant parce que il vous apporte sous une forme extrêmement sérieuse et très scientifique, il faut le dire, des informations qui nourrissent les polémiques actuelles, et plutôt qui détruisent les polémiques qui sont actuellement faites autour du climat, autour de l'évolution, de la responsabilité humaine dans l'évolution du climat, etc., etc. Et donc sur ces sujets, il est quand même très important que ceux qui ne sont pas très informés, je crois que c'est l'immense majorité des Français, et d'une façon générale des citoyens du monde, il est bon qu'ils sachent ce qui se passe réellement. Et Albert Simon, je parlais de votre prédécesseur, ah oui. Déjà à l'époque, et nous en parlions pendant la coupure technique, père spirituel. Votre père spirituel, dont on disait qu'il se trompait beaucoup, ne se trompait pas tellement en réalité, mais vous, cher Laurent Cabrol, eh bien, par cet ouvrage, vous nous expliquez que finalement, la météorologie, ça n'est peut-être pas une science exacte, mais on peut être plus sérieux que certains. Et donc, alors les questions qui se posent après ce que nous avons traité dans la première partie, il y a beaucoup de questions, et naturellement je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage pour ceux qui veulent en savoir plus, mais il y a quand même quelque chose d'étrange dans le comportement des pôles. Alors nous avons deux pôles, l'Arctique et l'Antarctique, qui sont gelés l'un et l'autre, mais ils sont radicalement différents. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il se fait que actuellement l'Arctique évolue très vite et qu'il y a une fonte importante, et l'Antarctique apparemment ne bouge pas? Alors ça, c'est malheureusement, enfin je sais pas, il n'y a pas d'explication propre, c'est un constat que l'on fait. Alors les scientifiques ont des explications qui leur sont propres, qui sont des explications en général basées sur leurs recherches, et ils vont chercher des arguments scientifiques qui me dépassent un petit peu. Moi j'ai lu beaucoup sur les pôles, j'avoue que j'ai pas tout compris, parce que en matière de... Quand j'ai fait ce livre, ce que j'ai cherché par-dessus tout, c'est à assimiler, à comprendre les choses pour ensuite les restituer. À partir du moment où je n'arrivais pas à bien les saisir, je me suis dit, après moi avoir travaillé 1 heure sur un texte que je n'ai pas compris, il y a bien peu de chances pour que j'arrive à le faire comprendre à tout le monde. Donc j'ai renoncé dans bien des cas. C'est vrai que c'est un constat, l'Arctique se réchauffe plus que l'Antarctique. C'est vrai aussi que en matière de réchauffement, les pôles ont un rôle énorme parce que ce sont les sentinelles du réchauffement climatique. On sait qu'aujourd'hui, de toute manière, si la Terre se réchauffe,
la première partie du globe qui va se réchauffer, ce sont les pôles. Bon, donc pour nous c'est très intéressant parce que plus les pôles vont se réchauffer, plus on sait que le reste de la planète va suivre. Pour l'instant, on s'aperçoit qu'à l'Arctique qui se réchauffe plus vite que l'Antarctique, on pense que c'est dans la configuration géographique de l'un et l'autre que l'on peut trouver une explication. Bon, il y a à différencier ce que l'on considère comme vous savez, quand vous prenez un glaçon, vous le mettez dans un verre d'eau. Pas le whisky, c'est interdit. Non, c'est de l'eau, d'accord. Dans de l'eau. D'accord. Vous allez constater une chose, c'est que le glaçon va fondre, mais que le verre restera, si mettons le verre est à ras, le verre restera à ras, parce que la place prise par le glaçon sera remplacée par l'eau qui va dégager. Donc, la mer ne va pas augmenter lorsqu'il y a des icebergs qui fondent et qui rendent... Bon. En revanche, il y en a ce qu'on appelle, qui a un rôle considérable, sont les glaces de mer. Alors, les glaces de mer, il y en a des millions de kilomètres carrés qui sont tout autour des pôles. C'est en fait une fine pellicule qui se forme sur la mer, hein, parce qu'il fait froid. Et cette fine pellicule, non seulement elle joue un rôle d'écran entre l'océan et l'atmosphère, mais en plus elle reflète, elle réfléchit le soleil. Donc ces glaces de mer, en quelque sorte, permettent aux pôles de conserver leur froidure. Or, on constate aujourd'hui que ces glaces de mer fondent. Donc, plus elles fondent, moins il y a réfléchissement de la chaleur, et plus les pôles se réchauffent. Donc ça, c'est un constat qui est flagrant, que les pôles aujourd'hui se réchauffent. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon livre, moi je fais le premier constat, la première phrase de mon livre, c'est la Terre se réchauffe, oui, je ne le conteste pas. Mais est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait que l'hémisphère nord est quand même l'hémisphère industriel par excellence et que l'hémisphère sud ne l'est pas? Alors ça, d'après les chercheurs que j'ai pu lire, le rapport, il ne se fait pas, la différence ne se fait pas à ce niveau-là. Hein, c'est pas au niveau Donc ça n'est pas simplement l'industrialisation. Non, je crois que ça vient de la configuration géographique des pôles. Pour certains, la Terre est plus importante que pour d'autres, la mer entoure la Terre. Enfin, donc la différence, elle est là. Et j'avoue que sur ce réchauffement des pôles, j'y accorde un intérêt, j'allais dire presque relatif, dans la mesure où je ne sais pas si, d'après toutes les lectures que j'ai pu avoir sur le sujet, je ne sais pas si, je sais que c'est une sentinelle, je sais que ces pôles dénotent et démontrent que la Terre se réchauffe, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas qu'ils ne vont pas changer brutalement de Mais est-ce que, justement, dans ces températures qu'on nous annonce, ce réchauffement que certains prédisent, moi j'ai quand même été très surpris par la différence entre les chiffres. Certains nous disent 0,5 degrés et d'autres disent non, on va aller jusqu'à 6 degrés, 6 degrés et demi. C'est une différence colossale. Alors, ce qui s'est passé depuis depuis une trentaine d'années, la Terre s'est réchauffée de 0,7 degrés. Les prévisions du GIEC sont justement d'une fourchette extrêmement large. Ils annoncent entre 1,4 et 6,2. Plus 1,4 degrés, plus 6,2 degrés. C'est tellement énorme que ça devient plus crédible. Parce que à 1,4 degré de plus sur la planète, température moyenne bien sûr, on vit. Bon, à 6,2, la moitié de la planète est morte. Donc il y a des choses qui, si vous voulez, c'est trop facile de dire, bah oui, nous on prévoit que la Terre va se réchauffer, ça va aller de 1,6 à 6,2. Là-dessus, on est certain de ne pas se tromper. Hein, moi je peux dire exactement la même chose. Hein. Je peux dire, oui, la Terre va se réchauffer, ça peut aller de 0,5 jusqu'à 8,4. Bon, là-dessus, il y a... Et justement, c'est cette fourchette, moi, qui m'intrigue. Cette fourchette qui me dit que les chercheurs du GIEC sont à la fois très prudents, parce qu'ils introduisent et ils induisent dans leurs recherches et dans leurs conclusions tout ce dont je parlais tout à l'heure, le rôle du soleil, des aérosols, etc. Et ils savent qu'on ne peut pas conclure tout de suite que la Terre va se réchauffer de manière dramatique. Donc, déjà, en montrant cette fourchette, ils peuvent à la fois nous dire ça va être catastrophique, on va vers la fin du monde, ou que ça va être tout à fait anecdotique, et on va vers aussi, il faut bien le dire, des pays qui se frottent les mains à l'idée qu'il y ait un réchauffement climatique. Demandez aux Russes, ils sont pas contents, ils vont avoir des millions d'hectares de blé, ou qui vont prospérer, etc. Parce qu'il n'y a pas qu'un effet néfaste sur le réchauffement climatique. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'explosion néolithique, qui a quand même donné lieu à une explosion d'agriculture, et ce qui a permis de nourrir une humanité sans cesse croissante. Bon, cela étant dit, passer en un peu plus de 50 ans de 3 milliards à 6 milliards, comme nous venons de le vivre,
c'est quand même un choc énorme. Et si on passe réellement à 9 milliards en 2050, 9 milliards et demi, même disent certains, alors là, on arrive dans un changement vraiment d'échelle. Ce n'est plus du tout la même chose. À mon avis, c'est le vrai sujet. Le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet aujourd'hui du monde moderne, c'est comment allons-nous cohabiter avec 9 milliards d'habitants sur une planète. Au lieu de passer notre vie à nous regarder le réchauffement climatique et les voitures qui émettent machin, on ferait mieux de voir comment on peut essayer d'organiser la vie sur la Terre avec 9 milliards d'habitants, ça va arriver très vite. Vous savez, il y a un grand débat que l'on escamote aussi en France. Il y avait deux grands débats. Il y a le réchauffement climatique que l'on escamote totalement, on n'en parle pas. Maintenant, on commence un peu à en parler grâce à Claude Allègre, grâce à d'autres auteurs qui commencent déjà à se manifester, grâce à votre serviteur aussi, parce que j'apporte ma petite pierre. Et puis l'autre grand débat, c'est les OGM. Alors moi, je n'entre pas dans ce débat parce que je ne suis pas suffisamment averti en la matière. Je ne suis pas scientifique, encore une fois, je ne suis qu'un journaliste. Mais s'il y a un journaliste, un confrère, qui veut vraiment faire comme moi j'ai fait pour ce livre, en disant les OGM, que sait-on aujourd'hui ? Que veut-on nous faire avaler? J'ai envie, moi, qu'un journaliste, ou peu importe, quelqu'un d'autre, mais vienne enquêter objectivement. Parce que les OGM, bien sûr, ça peut être quelque chose de très dangereux, mais ça peut être aussi salutaire pour la planète. Et moi, j'imagine dans mon livre, je me dis, tiens, si on pouvait créer une plante d'OGM, qui, modifiée génétiquement, absorberait le gaz carbonique. C'est quand même pas exceptionnel à créer, dans la mesure où toutes les plantes absorbent le gaz carbonique. Ça existe justement dans la nature. Bon, ça existe dans la nature, il suffirait de dire, moi cette plante, allez hop, au lieu d'absorber 10, elle va absorber 100. Et puis on la produit, puis on la sème partout dans les endroits incultes. Et elle absorberait le gaz carbonique. Je dis, bon, voilà peut-être les OGM venant au secours du réchauffement climatique. Why not? Ou en tout cas, du CO2. Et autre exemple que vous avez dans le livre, qui est vraiment passionnant, vous nous expliquez, pour mettre en doute évidemment toutes les certitudes qu'on nous assène, cette fameuse histoire du lieu, de l'endroit où on mesure le résultat dans les forêts tropicales de l'effet justement produit par la respiration des arbres. Chose absolument extraordinaire, on découvre que si on se place non pas au sommet de l'arbre, mais à 5000 mètres, les résultats sont radicalement différents. Voilà. C'est tout à fait extraordinaire. Alors ça, c'est pour montrer aussi que les chercheurs font des progrès, que les chercheurs avancent, mais qu'aussi chaque résultat que l'on nous annonce aujourd'hui à la radio, à la télévision, dans les journaux, peut être contredit le lendemain. Je vous donne l'exemple, je vais reprendre l'exemple. Les forêts tropicales, soi-disant, pendant longtemps, pendant tout le temps, ont absorbé beaucoup moins de gaz carbonique que les forêts de l'hémisphère nord. Et puis au bout d'un moment, les chercheurs se sont dit, mais quand même, ah là là, pourquoi elles absorbent moins? Alors, au lieu de placer des capteurs de CO2 le long des arbres, ils ont placé des capteurs dans un avion à 5000 mètres d'altitude. Et ils sont aperçus d'une chose, c'est que le résultat était totalement inverse. Ça veut dire que du jour au lendemain, on est passé de les forêts tropicales absorbent moins de gaz carbonique que les forêts de l'hémisphère nord, et puis après, c'était l'inverse. C'était les forêts tropicales absorbent 2 fois plus de gaz carbonique que... Alors, bon... Raison de plus pour lutter contre la déforestation. Voilà, raison de plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis dans ce livre, c'est qu'on ne sait rien. C'est vrai qu'on ne sait rien. C'est vrai, on avance, et les chercheurs, leur grand mérite, c'est eux-mêmes. Alors qu'ils pouvaient s'asseoir sur leurs conclusions en disant bon ben c'est comme ça. Eux-mêmes ils sont allés dire mais attends, on va quand même chercher un peu plus. Donc ce qui est une vérité aujourd'hui peut être contredite demain. C'est pour ça que il faut cesser d'avoir cette arrogance de dire l'homme pollue parce qu'il prend sa voiture, parce qu'il a des usines. C'est vrai, on pollue, c'est vrai, la pollution c'est une chose, le réchauffement climatique c'en est une autre. C'est vrai que nous envoyons des gaz à effet de serre, mais c'est vrai aussi qu'on ne sait pas le mesurer, c'est vrai aussi qu'on ne sait pas en connaître les conséquences, et c'est vrai également qu'il n'y a pas que le gaz à effet de serre pour réchauffer l'atmosphère. Savez-vous à qui vous me faites penser? À Socrate. Non, mais oh c'est vrai au fond. Oh là là, On ne sait pas. Et oui, c'est formidable, une méthode. Le fait de dire qu'on ne sait pas, c'est déjà le début de la science, parce que si on sait, on n'a plus besoin de chercher. Et donc, effectivement, alors faites attention à la figure, très très attention. Mais enfin, je pense que vous ne serez pas, étant donné votre popularité, ça m'étonnerait que les auditeurs et téléspectateurs ne fassent pas barrière de leur corps à toute personne qui voudrait vous présenter ce poison. Alors, vous savez qu'on n'est pas loin du lynchage moral, hein, en ce qui me concerne. Je me fais descendre en flammes sur mon site internet, je me fais descendre en flammes dans le courrier, dans mes mails, dans mon blog, et j'ai énormément, et c'est ça qui m'attriste, parce que moi je fais encore une fois une enquête de journaliste, j'ai énormément
de gens violents. Violent. La société française est devenue violente, mais oui, bien sûr. Violent, c'est-à-dire des gens qui sont, qui sont pas loin de souhaiter ma mort, etc. Enfin, c'est ahurissant par ça. J'avais finalement assez bien vu pour la civile. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ça n'est pas étonnant. Nous sommes dans le domaine religieux. Nous sommes dans une guerre de religion dans cette affaire du climat. Et nous ne sommes pas simplement dans un débat scientifique, sinon, ni même dans un débat d'opinion. Mais de toute façon, quand il s'agit de ce genre de débat, au fond, ce que vous faites en ce moment, c'est un travail qui choque beaucoup, alors qu'il est fait simplement sur les bases, je dirais presque du bon sens et de l'information. Mais j'ai assisté à une émission que vous avez faite, C'est dans l'air. Vous avez fait cette émission à propos de votre livre. Et il y avait des scientifiques dans cette émission qui ne vous ont pas maltraité ni malaqué, mais enfin qui ont exprimé un scepticisme poli. Et c'était vraiment frappant. Je n'étais pas sur le plateau, mais je sentais un climat étrange. Climat, c'est le mot. On avait vraiment l'impression que le froid polaire s'était établi à l'intérieur du studio. Autour de vous. Mais vous savez, il y a certains chercheurs, certains scientifiques qui me disent, en toute honnêteté, ils me disent, on a besoin de gens qui viennent contester notre travail, on a besoin de porter le débat, parce qu'il y en a qui sont intelligents, il y en a qui comprennent que à partir du moment où on est sur un sujet sur lequel on n'a qu'une certitude, on peut très bien débattre. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'être convaincu, parce que l'on peut me dire, mais alors, il y en a beaucoup qui sont comme ça, il faut bien le dire. Et puis, il y a une minorité qui font passer leur idéologie avant tout. Et ça, je me dis toujours, je suis un écologue. Alors, bien un écologue, attention, c'est pas vous, c'est un professeur, machin. Moi, je suis un écologue au sens où j'aime l'écologie, je la pratique, et je suis un peu spécialisé en la matière. Voilà, en sens, je suis un écologue. Mais je suis pas un écologiste, parce que l'écologiste, lui, il fait passer sa conviction avant autre chose. Il a le même fondement que moi, il a le même amour que moi, sauf que moi, je mène ma vie comme je l'entends, mais je cherche pas à dire à mon voisin, fais comme moi, ou si tu veux pas faire comme moi, je vais t'obliger à le faire comme moi. C'est complètement idiot. Les Français sont pas demeurés au point qu'il faille leur dire, parce qu'il y a beaucoup qui me disent ça, leur dire, oui, mais en prenant ce parti de dénigrer le réchauffement climatique, vous êtes en train d'entraîner tout le monde vers l'usage de la voiture, etc. Mais je dis, attendez, les gens sont quand même pas abrutis. Ils savent bien que le pétrole coûte cher, ils savent bien que le pétrole, il faut l'économiser, et ils savent bien que se chauffer à la maison, si on chauffe moins, eh bien, on gagne un peu d'argent. Ils sont quand même pas bêtes. Donc, ne serait-ce que sur le plan financier, économique, ils ont intérêt à ne pas trop utiliser de pétrole. Alors, et à ce moment-là, si vous voulez, moi, c'est cette manière, c'est ce message biaisé qui m'énerve. On le dit aux gens, ne prenez pas votre voiture parce qu'on n'aura plus de pétrole bientôt. Ok, moi je dis d'accord. Ne prenez pas ou roulez pas trop vite parce que vous risquez l'accident et vous risquez de mourir. Bon, d'accord. Mais que l'on ne me dise pas, je roule à 90 et j'économise et je sauve la planète. C'est une bêtise sans nom. Alors, événement majeur, facile à prévoir quand même d'une certaine manière avec l'augmentation de la population du globe et l'augmentation de la consommation et de la production. Le pétrole devient de plus en plus, non pas rare, pour l'instant il ne l'est pas, mais de plus en plus cher, et en tout cas on voit arriver ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le moment où le pétrole va arriver à son summum de production pour décliner ensuite, mais c'est un événement capital, car les 6 milliards d'habitants, ou 6 milliards et demi de la planète, ne vont pas changer maintenant de mode de vie, ils vont continuer à consommer du pétrole. Et pour répondre également à ceux qui vous critiquent, il faut quand même signaler, et vous le dites dans le livre, que ce que représente la France en termes de pollution, c'est vraiment peanuts, epsilon. Donc tout ça, ne revenons pas sur cet aspect conflictuel. Mais par contre, il faut essayer de prévoir ce qui va se passer. Nous entrons dans une civilisation radicalement nouvelle. En tout cas, moi j'en ai l'impression. Vous le pensez également? Bien sûr. Mais là, c'est pour ça que aussi je m'insurge, parce que on nous demande des efforts, alors que les Chinois, les Indiens et les Américains ne font rien, et qu'ils sont à 80% les plus grands, ou en tout cas les futurs plus grands émetteurs de CO2. Hein, nous, on n'est rien. C'est vrai qu'on est beaucoup, parce qu'on émet 3% de gaz carbonique, 2 à 3% de gaz carbonique sur la planète, alors que nous sommes qu'1% d'habitants, ça fait beaucoup par tête de pipe. Je suis d'accord avec vous. Mais, par rapport aux Chinois, qui ouvrent une centrale à charbon par semaine, que sommes-nous? C'est-à-dire que si les Français aujourd'hui s'arrêtaient de circuler, mettaient leur voiture au garage et ils se disent, bon, au nom du réchauffement climatique, on va tous marcher, hein, on va tous prendre notre bicyclette, eh bien ça ne changera rien.
Mais rien du tout. On est une goutte d'eau. On a toujours l'impression que les Français, c'est le centre du monde. Vous savez, ça c'est très propre à notre pays, à notre nation. Mais ceux qui voyagent le savent, quand vous allez au bout du monde et vous dites je suis français, ils disent oh, les Français c'est quoi? Oui. Zidane, Zidane ça marche. Zidane ça marche, la Tour Eiffel ça marche, mais français ça ils veulent rien, ça veut rien dire. Donc c'est pour ça on a vraiment l'impression d'être au centre du monde, alors que nous ne sommes rien, nous sommes un grain de sable. C'est la raison pour laquelle je dis, on peut nous demander tous les efforts, mais tous les efforts. Pour montrer l'exemple, ça ne sert à rien. Dans la mesure où les Chinois, les Indiens, on ne peut pas empêcher les Chinois de se développer. On ne peut pas dire aux Chinois, écoutez, maintenant la planète se réchauffe, allez, les amis, vous allez continuer à faire de la bicyclette et n'achetez plus de voitures, et les voitures, ce n'est pas pour vous. On peut difficilement dire ça. On ne peut pas leur dire, continuez à avoir froid, ne vous chauffez pas parce que la planète se réchauffe. On est quand même... bon. Donc c'est pour ça que ça nous dépasse totalement. Alors, même si tout le monde arrive à se mettre d'accord, on imagine que tout le monde arrive à se mettre d'accord en disant on consomme moins, on essaie d'émettre moins de CO2 sur l'ensemble de la planète. Je pense que ça pourrait être bon pour notre planète. Enfin, je suis certain que ça serait bon pour notre planète, parce que c'est jamais bon, c'est jamais bien d'émettre beaucoup de CO2. Mais il faut vraiment qu'il y ait un consensus global. Les nuages n'ont pas de frontières. Le temps qu'il fait en Amazonie, c'est un temps qui se répercute 3 jours après au Canada. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est tellement énorme que on doit être tout modeste. Se dire le ciel, eh bien oui, le ciel, il est là. Et le ciel, on ne le commande pas, on n'est pas prêt de le commander. Alors, précisément, à propos du ciel, puisque c'est votre métier quotidien, vous faites de la météo, et donc j'ai appris en lisant votre livre qu'en plus, vous êtes un espion. Vous espionnez les Américains, mais c'est pas beau ça. Vous avez réussi à faire des prévisions à 10 jours, grâce, en vous branchant tout simplement, sur les communications de la marine américaine. Alors ça, c'est inavouable. C'était pas l'espionnage, mais c'est pour montrer à quel point les progrès en matière de météo ont été à la fois énormes et sont encore très partiels. Je raconte que il y a 20 ans, quand j'ai succédé à Albert Simon à Europe 1, pour connaître le temps dans les 10 jours qui venaient, aujourd'hui, les 10 jours, pour les 10 jours, ce temps-là, qu'ai-je fait? Eh bien, je captais par ondes courtes sur ce qu'on appelle les nagrafax, ce sont ces appareils que les bateaux ont, les voiliers, etc., les navires qui font la course transatlantique. Je captais les météos que donnait la météo américaine à leurs navires de guerre qui croisaient au large des côtes françaises. Là, parce que la marine américaine faisait des prévisions déjà à 10 jours. Et moi, je captais cela, bon, je sais pas, c'était pas exceptionnel, on captait ça, c'est pas moi qui traduisais, parce que j'y connais rien, j'avais un ingénieur qui travaillait avec moi et qui traduisait ces cartes. On prenait ces cartes, et on disait, tiens, l'anticyclone va avoir telle position, etc., et dans 10 jours, on peut penser qu'il continuera à faire beau, enfin bref. Donc, aujourd'hui, ces prévisions à 10 jours, on les a. On vous les donne à la télévision, on connaît le temps de la semaine, enfin c'est quelque chose de banal. Et d'assez fiable quand même. Et relativement fiable, à 70% c'est fiable. Bon. Maintenant, on travaille aux prévisions à 1 mois. Bon, moi, sur les 1 mois, en toute modestie, je suis pas trop mauvais, parce que je fais un mélange entre les Allemands, les Anglais, les Hollandais, les Américains, enfin, de toutes les prévisions du monde, je fais un petit mélange, je suis pas trop mauvais sur les 1 mois. Mais après, les prévisions saisonnières, à 3 mois, vous dire le temps qu'il va faire l'été, qu'il va faire l'hiver, etc., eh ben, mollo, hein. Eh bien, c'est pour cela que je suis un peu réticent, en me disant comment aujourd'hui on peut nous dire le temps qu'il fera en France, que l'on va vers la sécheresse, que l'on va vers un réchauffement climatique catastrophique, le temps qu'il fera dans 100 ans, alors qu'on n'est pas capable de nous dire le temps qu'il fera dans 3 mois. Alors, on dira, ah oui, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, parce qu'on se base sur des modèles. Les modèles, la base du modèle, c'est quoi? Plus on observe, mieux on prévoit. Si on avait des stations météo tous les mètres, on aurait des prévisions beaucoup plus fiables. Sauf que si on met des stations météo tous les mètres, on peut connaître la température, etc., l'ordinateur ne peut pas les digérer. Donc les stations météo sont quand même assez dispersées. Donc plus on observe, mieux on prévoit. Et aujourd'hui, en matière de réchauffement climatique, on observe moyennement, et on va prévoir moyennement. Et donc, si on peut prévoir, on peut pas prévoir le temps qu'il va faire à 3 mois, on va pas le prévoir pour un siècle. Alors, ce travail que vous faites est un travail qui implique quand même beaucoup de recherche personnelle. C'est-à-dire que vous
contentez pas, comme certains, bien sûr, de lire ce que vous envoie la météorologie nationale, qui d'ailleurs est en crise en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui lui arrive, il paraît qu'ils sont trop nombreux. C'est peut-être que leurs prévisions les fatiguent, je ne sais pas. Non, vous êtes méchant, là, vous êtes méchant. Non, en fait, moi, honnêtement, à la radio, je n'ai jamais travaillé avec la Météo nationale, la Météo France, parce que, bon, pour des raisons qui me sont propres, j'ai ma propre prévision, c'est-à-dire que j'ai une société qui s'appelle Éclairci Production, qui fabrique les prévisions météorologiques pour Europe 1. Ça, c'est le cas depuis 20 ans. Bon. Cette société utilise les prévisions, les cartes, ce qu'on appelle les modèles, les cartes modèles, utilisent ces modèles qui viennent des Allemands, des Hollandais et des Anglais, tout simplement parce que ce sont des modèles gratuits. Alors que Météo France fait payer ses prévisions. Donc, pour des raisons uniquement financières, je n'ai pas recours à Météo France. Cela dit, Météo France fait un très bon travail. Ils ont de bons ingénieurs. Ils ont de très bons ingénieurs. Attendez, il faut savoir que la France, c'est hyper compliqué. Imaginons une chose, c'est la France, n'oublions pas, on est bordé de mer. On a la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Et ce sont les secteurs où nous avons le moins d'informations. La mer. Parce que autant les stations, on en a dans chaque ville, autant sur la mer, on n'a rien. On a 2-3 bateaux qui se promènent, bon, il y a les images satellites, il y a les sondages satellites, mais c'est tout. Les Autrichiens, par exemple, ou les Suisses, qui sont entourés de pays, eux, ils bénéficient des observations de tous ceux qui les entourent, et ils peuvent faire une prévision aux petits oignons. Les Allemands aussi. Mais les Français, on est quand même en grande difficulté, parce que nous, tout ce qui arrive par l'Atlantique, on est comme ça. Hein. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends les Anglais, parce qu'ils sont super bons pour tout ce qui vient de l'Atlantique, parce qu'eux, ils ont un bon réseau. Et une grande partie de notre climat dépend quand même de beaucoup de l'Atlantique. Ouais. Après, je prends les Allemands pour le froid, pour l'hiver. Alors l'hiver, les Allemands, ils voient bien arriver tout ce qui arrive de Sibérie, ça, ils voient ça. Et puis je prends les Hollandais parce que ils ont une petite fantaisie dans les prévisions. Donc j'utilise ces 3 fois les Espagnols maintenant qui deviennent de plus en plus performants. Et les Américains, mais bon, maintenant pour nous, ils sont un peu moins bien. Bref, j'utilise des prévisions, parce que, encore une fois, les nuages n'ont pas de frontières. Hein. Oui. Donc, moi, j'utilise des prévisions. Sauf le nuage de Tchernobyl. Oui, ça, c'est encore un autre sujet, si vous voulez, je vous en parle. Mais les nuages n'ont pas de frontières, et donc, j'utilise les prévisions des autres pays pour fabriquer les prévisions météo, en quelque sorte à ma sauce. C'est pas moi encore qui les fait, j'ai un ingénieur qui travaille avec moi et qui traduit. D'accord. Donc en fait, c'est ce qui explique probablement le fait de votre durée, parce que c'est difficile de durer. En général, où que ce soit, et particulièrement dans les médias. Alors, quelques secondes pour terminer. Il y a une grande crise en ce moment dans les médias. Vous suivez ça, bien entendu, avec beaucoup d'intérêt, comme tous ceux qui participent à la vie médiatique. Est-ce que c'est vraiment le grand tremblement ? Jean-Michel Apathy semble le dire sur son blog aujourd'hui. Alors attendez, là, vous parlez... En général, TF1 et... Alors attendez... L'Europe 1 aussi a changé de président, va changer de président. Moi, je crois qu'on est à un tournant. J'en subis les conséquences, parce que moi, j'étais sur TF1 et on m'a demandé de partir parce que j'avais plus tout à fait l'âge requis qu'il faut rajeunir. Et je comprends que les patrons de chaîne est une volonté de rajeunir. Donc, tout ce qui concerne le rajeunissement, ça veut dire élimination des cadres, élimination des vieux, entre guillemets, des plus anciens, et donc rajeunissement général. Voilà. Maintenant, là où ça va se passer, moi j'ai un avis tout à fait personnel, tout est question de proportion, c'est comme dans le poison. Hein. Le poison peut être un médicament, mais la dose peut être mortelle. Donc, là-dedans, c'est toute une question de dose. Si on arrive à bien doser, c'est-à-dire à enlever les vieux et à réinjecter du sang neuf sans que ça fasse rouiller la machine, c'est bien. Sinon, ça risque de déstabiliser. Voilà, alors, c'est la crise, je pense qu'elle se situe là. Mon sentiment personnel est que votre analyse me paraît très juste, à ceci près que tout semble actuellement se faire sous l'effet de la panique, ce qui n'est jamais une très bonne chose, et c'est pour ça que le dosage risque de ne pas être le bon. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et à remercier très chaleureusement Laurent Cabrol de sa participation. Je rappelle le titre de son livre « Climat et si la Terre s'en sortait toute seule ». Laurent Cabrol, les éditions du Cherche-Midi, un livre qui a un très très grand succès et qui est parfaitement mérité. Nous nous retrouverons prochainement pour la 101e émission et espérons que nous irons jusqu'à la 200e et au-delà. À bientôt, portez-vous bien, soyez heureux et vive la France.